Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien, bienvenue sur El Janoubia TV. Alors aujourd'hui on va parler d'une discipline médicale qui progresse de plus en plus, particulièrement dans le monde arabe, dans le monde musulman, et pas que, puisqu'on la retrouve même dans le monde occidental, en Europe ou en Amérique du Nord. Il s'agit de ce qu'on appelle l'hijama. Alors, pour en parler, j'ai notre spécialiste praticienne, justement, en hijama, Hind bin Srir. Je vous demanderai d'abord, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre invitation. Comment est-ce qu'on définit cela, le hijama? Le hijama, en arabe, thérapie des ventouses en français, kufi-thérapie en anglais. Al-hijama en langue arabe, c'est hajama, ça veut dire le fait de aspirer. On aspire la peau à des endroits spécifiques avec ou sans scarification. D'accord. Donc le fait d'aspirer, on ramène au fait ce qu'on appelle al-akhlat, les toxines, des humeurs, en dessous de cette ventouse. Donc et en fonction du protocole qu'on a, on va ou pas pratiquer des scarifications. L'effet de cette hijama, de cette aspiration, est antalgique. Déjà au niveau des douleurs, on a vu ce qui a fait le buzz d'ailleurs, les Jeux Olympiques de Rio avec Michael Phelps qui avait pas mal de marques et d'autres joueurs de haut niveau. Le fait d'aspirer à des endroits stratégiques, parce que c'est pas n'importe où, on est bien sur des gros muscles, sur des points principaux au niveau du méridien de la vessie, sur le dos, on ramène au fait la douleur en dessous de la ventouse, ce qui va créer un effet antalgique à cet endroit-là. C'est un signal qui est envoyé au cerveau quand on scarifie. Il dit que il y a scarification, il y a des endorphines qui vont être sécrétées. Et aussi au niveau de la moelle osseuse, on a les globules rouges saines qui vont être produites et qui vont amener à un état pas de guérison du premier coup, mais qui vont amener à un état progressif vers la guérison de la personne qui pratique sur elle cette hijama. Donc on parle de guérison, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait maladie. Et quel type de maladie, par exemple, on peut avoir pour entreprendre? Pas forcément maladie, parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit que la guérison, et pas le soin, mais la guérison, ça veut dire guérison totale, se trouve dans trois. Scarification de hijama, une gorgée de miel ou une cauterisation. Et moi, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et moi, je déconseille à ma umma la cauterisation, et dans un autre hadith, et moi, je n'aime pas la cauterisation. D'accord. Donc il a bien précisé que donc, la il reste guérison, le miel et le hijama. La hijama. La cauterisation en dernier lieu, parce qu'il ne l'a pas interdit. Il a dit qu'il n'aimait pas. Donc pour lui, il n'aimait pas. Donc il y avait des choses qu'il n'aimait pas, le prophète, mais qu'il n'a pas empêché les autres de le faire. C'est une question de goût, parce qu'effectivement, la cauterisation, ça fait mal. Donc la hijama, on peut la pratiquer pour la prévention, une fois tous les 3 mois. Prévention de quoi? De tout. Système immunitaire, renforcer le système immunitaire à l'approche du froid, renforcer son système immunitaire quand il fait chaud, pour les grosses chaleurs, éviter les hypotensions, les hypertensions ou plein d'autres pathologies qui peuvent apparaître saisonniers. Et quand on n'a rien. Au jour d'aujourd'hui, ils sont rares les personnes qui n'ont rien du tout. La hijama, elle donne des effets spectaculaires pour les maux de dos, tous les lombalgies, les dorsalgies, les hernies discales, les cervicalgies, les sciatiques. Pour la sciatique, il y a un protocole qui est vraiment spécifique. On est sur le méridien de la vessie, comme vous voyez là dans l'image, avec des ventouses chaudes. Donc on va introduire une flamme dans la ventouse en verre qui va aspirer l'air qu'il y a dedans et on va poser. C'est exactement la même hijama que Michael Phelps il a utilisé pendant les Jeux de Rio. Donc là, sur l'image, c'est le docteur Anas Khalifa qui fait les cours. Et au fait, cette aspiration et la chaleur vont produire un effet antalgique 10 fois plus que si c'était une ventouse froide. D'accord. Donc ça c'est, voilà, pour répéter, on peut être, en tout cas se sentir en bonne santé. Tout à fait. Mais quelles seraient les maladies qui doivent nous amener à faire la hijama? Je vais dire tous. Alors il y a le dos, vous m'avez dit, le mal de dos par exemple. Le mal de dos, les migraines, l'infertilité masculine ou féminine, l'épilepsie, l'hypertension, le diabète, et j'en passe. C'est vraiment pour toutes les maladies.
mais ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Alors voilà, nous y sommes. C'est une question qui revient souvent. C'est-à-dire que régulièrement, on a une actualité qui n'est pas, qui ne vante pas la pratique de la hijama, parce qu'il y a des choses qui se passent qui dépassent l'entendement. Tout à fait. On entend encore là dernièrement, quelque part en banlieue parisienne, une femme qui a dû boire 20 litres d'eau, oui. Enfin, on dirait que tout se mélange. Exactement, c'est un fait divers qui s'est produit le 5 décembre dernier. C'est une femme sur qui a été pratiquée la hijama et une séance de ruqya. En l'occurrence, la hijama ici, elle a été citée puisqu'elle a fait une séance de hijama, mais ce n'est pas elle qui est mise en cause. C'est la ruqya. Suite à une séance de ruqya, on a fait ingurgiter à cette dame 20 litres d'eau. 20 litres d'eau, c'est limite si le cerveau l'accepte. C'est une intoxication des reins. Et la dame, elle est dans le coma. Alors là, c'est la ruqya qui est mise en cause. Oui, mais la hijama, elle est collée parce qu'elle a subi la hijama juste avant. Donc, déjà, pour une personne qui pratique la hijama, il faut qu'elle connaisse aussi les règles de la ruqya, parce que généralement, dans les communautés, pas que arabo-musulmanes, hein, dans les communautés qui ont affaire à des pratiques d'exorcisme, entre parenthèses, la ruqya, exorcisme, parce qu'on trouve aussi chez les Africains chrétiens, donc c'est pas que musulmans. Il faut que la personne qui pratique la hijama sache orienter la personne qui vient chez elle. Parce que 70% des cas qui viennent dire on est atteint d'un mal occulte, c'est que du psy. Bien sûr. Donc il faut savoir faire le tri. Plus que 70. Il faut savoir faire le tri. Mais il y a quand même aussi une actualité parfois dramatique ne concernant que le hijama. Tout à fait. Comment faire la différence justement? Le souci, c'est que moi, le conseil que je donne aux patientes, c'est n'ayez pas honte de demander au praticien, il a été formé où, combien de temps, et par qui, et qui vous montre ses certificats. Quelqu'un qui est formé en 2 jours, et c'est la mode actuellement en France, des formations de 2 jours ou de 4 jours maximum, et qui disent aux gens, c'est bon, vous pouvez aller sur le terrain, vous pouvez être hajjam. Je suis désolée, quand on fait la hijama, on est, d'ailleurs, l'histoire nous le confirme. Hippocrate, 460-377 avant Jésus-Christ, parlait déjà de la hijama, donc de la médecine des ventouses, et il appelait les méridiens Phlebs. Donc, ils pratiquaient déjà les ventouses sur les méridiens. Les Égyptiens, d'ailleurs, c'est les plus anciens chez qui on trouve la hijama, 1550 avant Jésus-Christ, c'est le papyrus Ebers. On trouve le mot méridien, donc métu au pluriel et met pour un seul méridien sur ces hiéroglyphes. La preuve que depuis la nuit des temps, la hijama est pratiquée sur les méridiens chinois. Les méridiens d'énergie qui véhiculent l'énergie dans le corps humain. Si une personne conforme en 2 jours, on lui apprend juste à poser, scarifier, retirer une ventouse, on lui dit allez-y, vous pouvez faire votre hijama. Je suis désolée, c'est une personne qui ne maîtrise pas du tout les méridiens, qui ne maîtrise pas du tout la base de l'acupuncture, qui est cette connaissance de 12 méridiens et de 8 vaisseaux. D'accord. Donc, alors, elle était pratiquée aussi peut-être sous un autre nom. On parlait de saignée au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge chrétien, dans le Moyen-Âge occidental. Les croisés, d'ailleurs, quand ils allaient en Terre Sainte, pratiquaient la saignée. Mais alors, si vous dites que 2 jours ou 4 jours, ce n'est pas suffisant, combien faut-il de temps pour être formé correctement à la hijama? Au jour d'aujourd'hui, nous avons un programme linéaire qui a été présenté à Reformed à Bruxelles le 27 mars dernier. On a un programme linéaire de 300 heures. 300 heures, ce qui fait une année? À peu près. Une année jusqu'à 18 mois, c'est pareil en plusieurs séminaires, plus un suivi sur des réseaux sociaux avec des bouquins de l'Atlas de l'acupuncture par exemple, des planches de méridiens. Le programme de 300 heures, déjà avant de pouvoir toucher à une ventouse et de dire je vais poser ou retirer une ventouse, il faut connaître les bases de l'acupuncture, connaître les bases des méridiens parce que c'est sur ces fameux méridiens qu'on va déposer nos ventouses. Une fois qu'on a cette connaissance-là, là on passe à la pratique. On passe à comment poser, comment retirer, comment scarifier, dans quel cas ne pas scarifier, dans quel cas la hijama. Il y a les 3 types de hijama qui sont connus aujourd'hui, c'est la hijama humide, la hijama glissante et la hijama sèche. Il y en a plus de 40 sortes de hijama. Ça, c'est les plus connus ici en France, parce qu'il y a la hijama sportive, telle qu'il a fait Michael Phelps. Donc Michael Phelps, il a fait une extraordinaire publicité. Là. Ah, tout à fait, ça a été le buzz de la... Exactement, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi...
Jennifer Aniston, qui avait aussi des marques sur son dos. Ouais, tout à fait, donc ça a fait le buzz cette année-là. Et effectivement, les gens ils se sont intéressés de plus en plus. Ouais. On suit actuellement l'équipe de cricket sur Paris. C'est des Pakistanais qui vient assez souvent à la veille d'une compétition. On a aussi un collègue à nous, Ahmed, à Montbéliard, qui suit des boxeurs de haut niveau, qui vient de gagner la Coupe de France en donc les boxe-taille. médecins sportifs sont très versés dans la... Exactement, les sportifs aujourd'hui, Ouais. ils se tournent essentiellement vers ça, puisque c'est un dopant naturel. Ouais, c'est ça en fait. L'idée, c'est quoi? C'est de régénérer, c'est de... Ça régénère les sang. cellules, le sang, et ça fortifie aussi les muscles. Alors, voilà, c'est de se séparer du sang qui n'apporte plus rien peut-être, Toxines, ouais, voilà, qui ne circulent plus, Voilà. parce qu'on est sur le dos, on est sur les gros muscles. et à de des endroits, laisser ça sort. ainsi refluidifier un petit peu... Une régénérance des Ouais, cellules. d'accord, c'est ça l'idée. Exactement. L'idée, voilà. Et donc, alors, il faut le faire régulièrement pour être bien? Pour être bien, moi je conseillerais une fois tous les 3 mois quand on n'a rien. Ouais, quand on n'a rien, je veux Ouais, dire, évidemment. c'est ça. Une fois tous les 3 mois. Une fois tous C'est une les séance 3 qui mois. dure combien de temps? C'est une séance qui dure 1 heure à 1 heure et demie. 1h30, Ouais. d'accord. Entre l'entretien avec la personne. Ouais. Donc je vous ai emmené un exemplaire d'une fiche, en fait, quand on reçoit la personne. On remplit cette fiche. On remplit la fiche, ses Ouais. coordonnées, ses informations de santé, ses antécédents, parce qu'il y a des interdictions de la hijama, Par exemple? l'hémophilie, Ouais. l'hypotension inférieure à 11, Ah, quelqu'un qui a très peur. quelqu'un qui a très peur, d'accord. Quelqu'un qui a très peur, là c'est une Ah, il voit interdiction. ses appareils... Exactement. Quelqu'un qui porte un pacemaker, ah, quelqu'un qui fait une dialyse, ouais. les cancéreux. Les cancéreux. Les cancéreux, puisque moi j'interdis totalement les cancéreux aux personnes qui n'ont aucune connaissance médicale pour différencier un cancer d'un organe plein ou d'un organe creux. Quelqu'un qui serait atteint d'un cancer ne doit pas faire la hijama? Quelqu'un qui serait atteint d'un cancer ne doit pas faire la hijama à moins que ce soit un médecin qui le fait ou un professionnel de santé. D'accord. Et pour quelques types de cancers, on a les organes plats et les organes creux. Al-a'da as-samma Non. ou al-a'da al-mujawwafa. Les organes plats, on ne leur fait pas du tout de hijama. C'est Du tout. proscrit. On est directement, en fait, ce qu'on appelle nawafid al-a'da, les fenêtres des organes. Au niveau du méridien de la vessie, de part et d'autre de la colonne vertébrale. On est à 2 doigts de la colonne vertébrale. On a les fenêtres des organes, directes. Donc, tout ce qui est foie, poumon, rate, la fenêtre, elle est directe. Ça veut dire que ça donne directement sur l'organe. Si jamais on fait une hijama dessus, on stimulera les cellules cancéreuses. D'accord. Donc, c'est pas soulager la personne, mais c'est l'envoyer plus rapidement dans sa tombe. Les organes creux, là on peut le faire, mais il faut avoir une connaissance assez solide dans les cancers. D'ailleurs, moi c'est comme ça que j'ai connu la hijama, suite à un cancer de mon mari. Alors, parlez-nous-en s'il vous plaît. C'était le cancer du 2e duodénum, Ouais. à un stade très avancé. J'étais enceinte à l'époque de 4 mois et on nous a dit qu'il sûrement il n'allait pas vivre jusqu'à voir le bébé naître. On est à bientôt 10 ans, il est en très bonne santé et il voit son enfant courir. Donc sur le coup, on s'est dit, bon, bah, il lui reste pas beaucoup à vivre, pourquoi ne pas aller faire une amra, un petit pèlerinage, histoire de se laver de ses péchés et de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sous la meilleure forme. Non. Et sur place, donc j'ai rencontré des Égyptiennes dont je ne connais ni le nom et que j'ai pas de coordonnées, que je remercierai toute ma vie, qui m'ont dit d'aller derrière les portes de l'Haram al-Madani et qu'il y avait des bureaux et que je pouvais me renseigner qu'on allait m'aider. Donc elles m'ont accompagnée. On m'a donné le numéro de téléphone de quelqu'un que j'ai appelé, qui est venu voir mon mari. Il lui a dit, bon ben, je vais vous t'appeler un médecin de l'hôpital de Médine, qui s'est déplacé. Mon mari ne pouvait pas se déplacer, il était sous morphine. Et après 3 séances de hijama consécutifs, il n'avait plus rien. Donc quand on est rentré en France, c'était disparition totale des lésions. Ce que vous nous dites là est extraordinaire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médecins qui ont dû être stupéfaits. Tout à fait. Parce qu'ils ont constaté, la présence du cancer et à votre retour, Il n'y avait plus rien. ils ont constaté à nouveau qu'il n'y avait plus rien. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous avez fait quoi? Et vous leur avez répondu. J'ai levé ma main. Et qu'est-ce Je n'ai qu'ils ont pas répondu parce que je ne savais pas dans Vous le n'avez pas temps. dit que mon mari a subi le hijama? Non, du tout. À l'époque, au fait, moi de base, je suis ingénieure de prévention des risques professionnels.
Et j'étais spécialisée dans les cancers dus à l'amiante. Donc mes mémoires de recherche, ils étaient vraiment centrés sur le mésothélium, tous les cancers qui étaient liés aux maladies professionnelles. Ah. Et je ne savais pas si c'était légal, s'il fallait que j'en parle ou pas. C'était tout nouveau pour moi. Déjà, moi, j'étais un peu stupéfaite. Je voulais comprendre c'était quoi. Et c'est à partir de là que ma bataille, elle a commencé. Ouais. Je leur ai dit plus tard. Ah. Pour le contrôle qu'il avait en 2012, je leur ai dit plus tard. Je leur ai dit voilà ce qu'on avait fait. Qu'est-ce qu'il vous a répondu alors? C'est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, c'était un médecin dont je nommerai pas parce qu'il est assez connu. Il m'a dit je vous souhaite bonne chance parce que c'est une longue bataille. Ah, quelle est cette bataille? De faire reconnaître la hijama. Parce alors parlons-en justement. Comment est-ce que, puisque vous vivez à Paris, vous êtes en France, comment est-ce que ce type de médecine est regardé par l'administration, par les autorités, par le corps médical? Au jour d'aujourd'hui, la hijama n'existe nulle part. Donc pas reconnu alors. Exactement. Il y a un vide juridique. Ouais. Je vous ai ramené avec moi. Ce vide juridique fait que chacun il peut faire ce qu'il veut aussi. Exactement, c'est ça le problème. Et ils sont au courant que la hijama existe, puisque nous avons rencontré à un moment T le sous-préfet d'un département qui nous a dit lui-même qu'il y a 150 annonces de hijama qui apparaissent sur un site de recherche, Le Bon Coin, tous les jours. 150 chaque jour. 150 chaque jour. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui me fait un peu mal au cœur et ce qui me chagrine, c'est que souvent les gens lient la hijama une médecine prophétique. Non, c'est vrai. Mais ils oublient que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui se prétend médecin sans avoir une base de médecine a garanti sa place en enfer. Faire 2 jours de formation ou regarder des vidéos YouTube et dire je fais la hijama, c'est une sunna, je suis désolée, si c'était si facile que ça, le prophète l'aurait pratiqué. Il ne l'a pas pratiqué, elle a été pratiquée sur lui. Très bon argument. Donc, c'est pas si facile que ça. Il faut connaître les organes, il faut connaître l'anatomie, la physionomie, il faut connaître les pathologies. Est-ce que c'est une pathologie liée à un excès de chaleur, à un excès de froid, à de l'humidité, à de la sécheresse? Il faut savoir diagnostiquer. On ne pose pas et on retire une ventouse en un quart d'heure, comme un travail d'usine, ce qui est fait malheureusement en région parisienne par beaucoup de praticiennes. Quel est le matériel que le praticien ou la praticienne doit avoir? Le bon matériel? Le bon matériel est combien ça à usage coûte unique. À peu près? À usage unique. Le bon matériel est à usage unique. On a vu se propager un commerce de kits de ventouses qui n'est que pur business, et qu'on vend aux gens et qu'on leur dit qu'ils peuvent nettoyer et réutiliser. Et c'est faux. C'est faux. Le plastique, en tant qu'ingénieur de prévention hospitalier, le plastique se stérilise dans un autoclave. Dans l'autoclave, il faut qu'il supporte la chaleur de 132 degrés, alors que les ventouses en plastique ne supportent pas. Bien sûr, elle ne peut pas, c'est pas possible. Donc il n'est pas stérilisable. C'est une ventouse qu'on utilise, qu'on jette tout de suite. C'est des ventouses qui sont emballées une par une, à usage unique. Pareil, on retrouve des gens qui font la hijama avec des lames de rasoir, des lames gilettes. Oui, absolument. Elles ne sont pas stériles, ces lames, déjà une. Et l'incision avec ces lames-là, elle peut être profonde. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de shartat mahjam, il n'a pas parlé de quantité de sang, il a parlé de l'acte de scarifier. Il est là l'art de la hijama. C'est de toucher au corps humain sans laisser de traces. Mais alors justement, parce que de ce qu'on a pu voir, notamment dans les vidéos qu'on m'a envoyées, c'est loin d'être sans traces, ce qu'on a vu. Il y a vraiment des... Il y a un abus. Pardonnez-moi, on est une boucherie. Exactement, c'est ce que j'appelle aussi, c'est des bouchées. Là, par exemple, l'image que vous venez d'afficher, c'est le docteur Anas Khalifa donc, qui nous l'a confectionné. Et là, d'où il est? Docteur Anas Khalifa, c'est un Américain d'origine palestinienne qui est à Chicago et c'est le premier à avoir l'habilitation de hijama médicale aux États-Unis. Donc là-bas, c'est reconnu, vous voulez dire? À l'Illinois. Au fait, dans l'Illinois, c'est reconnu. Voilà, exactement. Ok, très bien. Et la majorité de ces patients, c'est des Mexicains, c'est des Américains, c'est pas des musulmans. Hein, oui, c'est pour ça que je disais, en Amérique du Nord. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on appelle shababik al-a'da, les points de chou sur le dos. Donc le T1, on voit à quoi il correspond, toutes les maladies de l'os. La T2, la cavité pleurale. La T3, les poumons. La T4, péricarde. T5, le cœur. La T6,
le Jiuchu. Le T7, c'est le diaphragme et tous les composants du sang. On saute après à la T9, on est sur le foie, T10, vésicule biliaire, et ainsi de suite. Tout ça est très précis, il y a une géographie du corps. Exactement, ce que je voulais, à quoi je voulais en venir. Quelqu'un qui ne connaît pas les méridiens, qui ne connaît pas Nawafid al-A'da, les fenêtres des organes, va me positionner la ventouse un peu n'importe où. C'est un peu très chinois, on dirait. C'est-à-dire eux, ils sont vachement dans ce... Exactement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le plus vieux papyrus qu'on a retrouvé, c'était chez les Égyptiens. C'est le papyrus d'Ebers. Et on trouve les méridiens dessus, qu'ils appellent Métu. On en trouve aussi chez Hippocrate. Oui, il parle aussi des méridiens. Les Chinois, dans le livre de l'empereur jaune, dans des livres anciens des Chinois, ils disent que ces méridiens ont été enseignés au peuple par un personnage sage monothéiste. Donc, comme ça a été enseigné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'aucune population ne va être jugée sans avoir reçu un messager. Mais tous les peuples ont été avertis. Exactement. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'en connaît que 25 sur 125 000. Tout à fait. Donc automatiquement, l'Asie a eu ses prophètes, a eu ses messagers. Donc ça rejoint un peu la hijama du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été faite sur les méridiens. Alors, est-ce que... mais parce qu'il y a quand même... Voilà, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui pratiquaient cela n'étaient pas équipés de la même façon aujourd'hui. Exactement. Ceux qui pratiquaient à l'époque, donc à l'époque, la hijama se pratiquait avec des cornes d'animal. On mettait du feu pour aspirer la peau, pour retirer l'air qu'il y a dedans pour aspirer. Il y en a qui tiraient par la bouche. C'était un petit trou au niveau de la corne qui tirait par la bouche. Mais la corne, il fallait qu'elle soit bien longue pour pouvoir aspirer et ne pas toucher la bouche de la personne avec du sang. Il y a eu aussi des bambous chez les Chinois. Ils ont utilisé le bambou pour faire ces fameuses ventouses. Du céramique, du verre. Et on a trouvé récemment au Maroc, dans un marché à puces, des petites ventouses faites en cuivre avec une pointe comme une paille, où ils tiraient dessus. D'accord. Donc voilà, il y a eu plusieurs matériaux qui ont été utilisés au fil du temps. En fonction de l'environnement. En fonction de l'environnement. L'hygiène de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque des Égyptiens aussi, sur leur écrit qu'on trouve, elle était très respectée. C'était vraiment un critère de la hijama. La hijama s'est perdue au fil du temps par manque d'hygiène. Déjà. Par manque d'hygiène, par des ventouses qui ont été réutilisées sans être stérilisés, parce qu'à l'époque, le verre ou les cornes, ils étaient lavés, ils étaient bouillis, donc ça pouvait être stérilisé. Avec des lames qui ont été utilisées par plusieurs personnes sans être stérilisées. Et là, la hijama, elle a perdu un peu de son ampleur. J'en reviens... Alors, allez-y, je vous en prie. Juste par rapport, on en avait parlé par rapport au statut légal en France. Oui. Je vous ai amené une consultation juridique de maître Khalid El Hachi. C'est notre avocat en France qui est d'origine tunisienne. Très bien. Donc qui nous décrit, je vais faire une lecture, la saignée. La saignée, c'est un procédé qui consiste à enlever du sang circulant de l'organisme à partir d'un abord veineux. Cet acte thérapeutique est notamment utilisé pour réduire la masse des hématies dans la polyglobulie, l'œdème aigu du poumon ou l'hémochromatose. Donc c'est bien spécifié, la saignée, on est sur un abord veineux. La phlébotomie, incision de la paroi d'une veine, on est toujours sur la veine, dans le but d'y prélever une certaine quantité de sang ou d'en extraire un caillou sanguin. La saignée est donc définie scientifiquement et inscrite dans la loi. En effet, le législateur a dressé la liste des actes médicaux. Donc si en France, ils apparentent la hijama à la saignée, elle est interdite à la pratique, mais autorisée que pour les médecins. Sauf que la hijama ne correspond pas du tout à la définition du dictionnaire médical. Il s'agit bien d'enlever du sang. Pour autant, la pratique de la saignée semble commander ce prélèvement soit effectué d'un abord veineux. Alors que la hijama, on est sur des scarifications, sur les parties superficielles de la peau. Alors, ma dernière question. Est-ce que quelqu'un qui pratique bien la hijama peut se la pratiquer à lui-même? On déconseille. Là, on va passer sur un autre volet, sur le volet énergétique. Quand on est mal, quand on est malade, quand on souffre, notre énergie, elle est au plus bas. On revient à la médecine chinoise, le yang
et le yin. Le yang positif, le yin négatif. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je cite cette parenthèse pour revenir à l'énergie. Il nous a dit, quand on a mal quelque part, on pose notre main droite, le yang, on pose notre main droite et on récite un dua. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Et la Fatiha à haute voix. Quand on pose la main sur cet endroit-là, qui va nous faire mal, on crée un circuit fermé. Le dhikr et la surat al-Fatiha, c'est une énergie positive qui va circuler dans ce circuit-là et qui va rétablir l'organe ou l'endroit qui fait mal. Parce que le mal, que ce soit en islam ou au niveau de la médecine chinoise, c'est le déséquilibre d'un organe. Donc là, on le remet en équilibre. Quand on fait la hijama à nous-mêmes, quand on a mal, en hijama sèche, il n'y a pas de souci. Mais quand on incise, quand on fait les petites scarifications, on va véhiculer cette énergie négative qui va faire le circuit. D'accord. Donc du coup, à part l'effet antalgique, on n'a pas l'effet escompté derrière. Alors vous mettez en place, il y a un magazine qui Exactement. Donc je profitais de votre invitation aujourd'hui pour faire le lancement officiel du premier magazine dans le domaine, Ventoux Santé. Ventoux Santé. Voilà. Très bien. Donc, qui verra le jour, janvier 2018, il y aura, je vous inviterai à mon tour, il y aura une journée de lancement le 28 janvier avec la présence du docteur Anas Khalifa. Et donc, c'est un magazine qui va traiter autour de la ventousothérapie. Merci beaucoup, Hind Merci à vous. Toutes ces précisions. Et donc, à vous de faire le reste du travail, c'est votre responsabilité, elle est là, de vous renseigner sur ce que c'est et de vous renseigner aussi sur les praticiens que vous jugerez aptes à vous recevoir si vous avez décidé de pratiquer la hijama. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.